Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Johan Penel, le président de la Fédération française de badminton, ou comment un sport s'engage en lançant sa fondation pour soutenir des projets à impact vertueux. Vous verrez. Le débat de l'émission, il portera sur la crise énergétique et les collectivités locales, comment réduire la facture des éclairages publics, maintenir services et sécurité. On découvrira notamment des solutions à base d'énergie solaire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Ethic Drinks et ses vins issus de pratiques durables et certifiés. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Johan Penel, bienvenue. Vous êtes donc le président de la Fédération française de badminton, ancien président du club de Villejuif, l'un des 2000 clubs affiliés à la Fédération. C'est près de 200 000 licenciés, dont 65% d'hommes. Et puis alors si on élargit le spectre, c'est 100 millions de pratiquants dans le monde, le badminton. Vous avez pris la tête de la Fédération il y a 2 ans. Avec quelles idées, quelle ambition ? L'idée, c'était vraiment d'exploiter tout le potentiel de notre sport et de casser les imaginaires, casser les idées reçues. Voilà, c'est un sport qui va du sport de plage jusqu'au sport olympique et paralympique. Donc, c'est un vrai spectre de pratiques différentes. C'est le même sport, mais des pratiques différentes. Et donc, de vraiment pouvoir servir la société dans... Voilà, une période en manque de repères, en pleine mutation. Et voilà, c'est comment on allait adapter notre sport, ses pratiques, ses clubs, dans ce contexte mouvant, et justement venir répondre à plein d'enjeux de société, et de voir à la fois le sport comme une finalité, ça c'est les dimensions compétitives, olympiques et paralympiques, et dans sa dimension sport-outil au service des différents enjeux de société. Oui, le rôle social du sport, évidemment, on va y revenir, mais moi il se trouve que j'ai pratiqué le badminton quand je faisais mes études à Sciences Po Bordeaux, parce que je faisais plein d'autres sports, et donc c'est hyper spectaculaire, c'est très physique, c'est très rapide aussi. Je crois que c'est le sport de raquette le plus rapide au monde, c'est ça ? Le plus rapide au monde, tout à fait, avec un record à 480 km/h. Donc le volant est allé jusqu'à 480 km/h. Oui, donc ça donne une idée de la vitesse et de l'œil qu'il faut pour être un bon joueur de badminton. Vous avez décidé de créer une fondation qui s'appelle Impact Gagnant. Pourquoi il fallait une fondation ? Alors, c'est toujours dans cette idée-là d'avoir la dualité du sport français entre finalité et outils. Voilà, une fédération, c'est très identifié comme usine à compétition, usine à champion. Et donc, dans cet imaginaire collectif du sport en France, effectivement, voilà à quoi on peut réduire parfois les fédérations. Ce qui n'est pas du tout le cas de la fédération de badminton pour des raisons de typologie de pratiquants sur lesquelles je reviendrai. Donc on souhaitait avoir une entité qui puisse incarner cette performance sociale. Nous, on parle à la fois de performance sportive et de performance sociale. Donc on voulait avoir 2 entités différentes pour éviter des amalgames, puisque la finalité derrière, c'est vraiment d'être au service de l'impact, et donc finalement, à quoi le badminton sert. La question, elle est là, et de sortir de toutes ces idées reçues qu'on peut avoir. Mais c'est ce qu'on disait à l'instant, le rôle social du sport. Est-ce que c'est une nouveauté dans finalement les objectifs d'un président de fédération, ou est-ce que ça fait plusieurs années qu'il y a cette prise de conscience de dire bon, on n'est pas là seulement pour comme vous dites, créer des champions ou remporter des compètes ? Alors évidemment, c'est important oui, on est aussi là pour briller ça. Sur la scène internationale, faire rêver des jeunes, donner envie de pratiquer à travers des belles performances. Évidemment, on parle depuis longtemps des valeurs du sport, sauf que ce n'est pas automatique. Et c'est ça le message qu'on veut porter, c'est que nous, dans notre performance sociale, on a 4 grands piliers, l'éducation, la santé, l'inclusion et l'éco-responsabilité. Et tout ça, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on fait du badminton qu'on fait de l'éducation par le badminton. Ce n'est pas parce qu'on fait du badminton qu'on fait de la santé. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va tirer la substantifique moelle de notre sport pour venir s'adapter en fonction des publics et en fonction des enjeux. Donc tout ça, c'est pas nouveau. Ce qui va changer, c'est le cadre général qu'on appelle maintenant performance sociale. Ça a eu plein de noms par le passé. Nous, on a parlé de développement durable pendant une décennie, sur laquelle on était une fédération pilote. On a emmené plein d'autres fédérations dans cette direction-là. Après, on a parlé de badminton responsable. Et aujourd'hui, on est sur de la performance sociale. Donc, les mots sont nouveaux.
Et ce qu'on veut vraiment changer, c'est l'image de notre sport. C'est-à-dire que quand on va dans les EHPAD, quand on va dans les prisons, quand on va dans les hôpitaux, quand on va dans les écoles, quand on va dans les entreprises, c'est le même sport, mais des pratiques différentes qui sont adaptées. Pourquoi vous dites que le badminton, d'une certaine façon, était pionnier? Vous liez ça à la typologie des pratiquants. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les fans de badminton ou les joueurs? Si on regarde le panorama du badminton aujourd'hui, voilà, on est capable de s'implanter autant dans des zones urbaines que dans des zones rurales, avec des clubs qui n'ont pas du tout la même taille, pas du tout les mêmes profils. Dans le même temps, on a 1/3 de femmes, 2/3 d'hommes. On a 1/3 de compétiteurs, 2/3 qui n'ont jamais fait une compétition de leur vie, ce qui est relativement atypique pour une fédération olympique et paralympique. On a 1/3 de moins de 18 ans, 1/3 entre 18 et 35, 1/3 de plus de 35. On va jusqu'à 90 ans sur même une pratique régulière en club. Et après, on a le programme dispositif senior dans les EHPAD. Donc voilà, donc, on balaye vraiment un spectre très très large. Et ce qui fait que ça nous donne à la fois beaucoup plus de potentiel, mais aussi beaucoup plus de responsabilité. Parce que, voilà, on a le pouvoir extraordinaire de pouvoir donner un petit peu de bonheur dans un parcours de vie. Et nous, on est vraiment sur la question du parcours de vie de 5 ans à 90 ans, qu'on soit en recherche d'emploi ou actif. Voilà, on a chacun un badminton adapté. Alors, je vais reprendre... Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tous les faire, mais les 4 grands piliers, effectivement, notamment la santé, parce que je rebondis sur ce que vous dites sur, par exemple, les activités, les actions menées en EHPAD. Si on rentre un peu dans le détail, c'est quel type d'action menée par la Fondation en matière de santé? Le dispositif senior, c'est un dispositif fédéral qui a été expérimenté en 2017 et maintenant déployé dans toute la France sur les structures qui ont envie de s'emparer de ce dispositif-là. Là, on est sur le prolongement de l'autonomie des personnes âgées. Donc, c'est vraiment utiliser les gestes du badminton et pas du tout les mettre en opposition sur un terrain. C'est pas ça l'objectif. Et donc, on voit des personnes qui, petit à petit, avec cette activité-là, vont reprendre un petit peu d'autonomie dans leur quotidien, reprendre les escaliers et puis forcément l'ascenseur, voilà, et avoir un bien-être un peu plus marqué. Vous vous adressez aussi, j'ai vu ça en préparant l'émission, à des malades qui peuvent être atteints de pathologies assez lourdes. Là aussi, en quoi? Alors, le badminton, mais le sport en général, peut être un levier d'amélioration du confort de vie, tout simplement. Tout à fait. On a un outil qui s'appelle le Médico-Sport Santé, qui date là aussi de 2016-2017. C'est un catalogue par pathologie et en face, les disciplines sportives qui peuvent aider à améliorer le quotidien, à améliorer éventuellement un rétablissement après une pathologie lourde. Donc voilà, c'est comment est-ce que les spécificités de chaque sport peuvent venir répondre à une pathologie donnée. Et évidemment, on ne va pas faire n'importe quel sport à n'importe quel patient. Et ça, après, c'est toute l'ingénierie de formation, et c'est ça qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on va former nos professionnels du badminton, parce qu'encore une fois, si on est sur des enfants où on va travailler la motricité, ou des personnes âgées où on va travailler sur l'autonomie, ou des personnes qui souffrent de diabète, pour adapter leurs pratiques, etc., ce n'est pas le même contenu pédagogique. Donc voilà, c'est vraiment cette adaptation forte qu'il faut qu'on promeuve. Je voudrais qu'on parle d'éco-responsabilité. Vous disiez que finalement la Fédération française de badminton a été plutôt pionnière en la matière. Ça veut dire que d'autres fédés sont venus voir comment vous faites? Tout à fait. Typiquement, la Coupe du monde de football féminin en 2019, ils sont venus nous auditionner pour comprendre comment, en 2010, la fédération et tous ceux qui m'ont précédé se sont emparés de ce sujet-là en disant, nous, on a plein de consommables dans le badminton, on a plein de déplacements liés aux compétitions. Comment est-ce que petit à petit, on va intégrer ça dans la prise de décision fédérale? Donc voilà, et donc on a plein d'autres fédérations qui sont venues nous poser plein de questions sur le pourquoi, qui est important, et après le comment. Et si vous devez nous donner un ou deux exemples de pratiques qui ont évolué et qui peuvent essaimer, vous diriez quoi? Alors là, typiquement, le projet de lancement de la Fondation, puisque la Fondation, elle n'est pas là pour avoir de l'ingénierie, elle est là pour mettre en relation des porteurs de projets à impact et des mécènes. Donc le premier projet pour le lancement de la Fondation, c'est le soutien à une start-up qui s'appelle Compo Plume et qui recycle les volants en plumes. Nous, on a une consommation importante en France annuelle qui se chiffre en plusieurs millions
de volants consommés. Ouais. Et voilà, on commence par l'utiliser en compétition, puis à l'entraînement, puis sur les tout petits, et puis au bout d'un moment, il finissait à la poubelle. Donc là, l'idée de cette start-up, c'est de dire, on va compacter ces volants en plumes, et on va en faire des meubles. Peut-être que demain, cette table sera faite en volant de badminton. Ouais. Là, les bureaux de la fédération, maintenant, une partie va être faite avec ces volants-là. Et donc, on raconte une histoire du volant qui commence sur le terrain, qui finit comme mobilier à la fédération. Et on a besoin de ça pour engager tout le monde dans cette démarche de responsabilité. À un moment, il faut raconter des histoires qui sont inspirantes. Et c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, cette fondation, elle est déconnectée de la fédération. C'est la fondation de la performance sociale du sport. Elle est vraiment là pour mettre en valeur ce que des acteurs dans le sport peuvent avoir pour sortir des sentiers battus. Et je donne juste un exemple très rapide sur l'insertion professionnelle, où aujourd'hui, on va travailler sur le savoir-être des chercheurs d'emploi sur le terrain et derrière les insérer dans n'importe quelle entreprise où ils vont être formés sur le fond, mais sur la forme, ils auront développé à travers le badminton des compétences. Merci beaucoup, Johan Penel. Bon vent à votre fondation Impact Gagnant. On passe au débat de cette émission. Comment les mairies font face aux défis de la crise énergétique ? Le débat de Smart Impact avec Ignace Depré, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président du directoire de Suna Design et Olivier Vattier, bonjour, bienvenue à vous aussi, directeur général d'Urbalux. Allez, on commence en présentant vos entreprises respectives. Suna Design, c'est quoi ? Donc Suna Design, on est un leader global de l'éclairage solaire. Ouais. On a développé et on fabrique près de Bordeaux des lampadaires qui ont la particularité d'être complètement auto-alimentés en solaire et connectés. Qu'on déploie à destination du marché des collectivités, des privés en éclairage public. Et puis on déploie aussi des infrastructures d'éclairage dans des pays émergents tels que l'Afrique. Ouais. À quoi ils ressemblent vos lampadaires solaires et connectés ? Est-ce qu'ils sont différents ? Si moi je me balade dans la rue, est-ce qu'ils sont différents des autres ? Alors tout à fait, ils sont différents puisque la particularité c'est qu'ils produisent leur propre énergie. Ouais. Donc on a un panneau photovoltaïque qui est au sommet, en tête de mât, ouais, tout à fait. Et puis on a aussi une batterie qui va stocker l'énergie la journée pour la restituer la nuit. Et dans notre système, il y a aussi le cœur de notre savoir-faire qui est une carte électronique dans laquelle on intègre tout notre savoir-faire, du logiciel embarqué avec un portefeuille de brevets de 14 brevets qu'on a déposés pour protéger tout ce savoir-faire. Et le cœur de notre savoir-faire, c'est des solutions d'éclairage solaire qui sont aussi fiables ou plus fiables que de l'éclairage traditionnel, qui ont une durée de vie très longue et qui sont à des niveaux de compétitivité particulièrement intéressants par rapport à du traditionnel là aussi. Et vous nous expliquerez, on entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Urbalux, Olivier Vattier, votre métier, c'est justement d'aménager les espaces publics, de proposer les solutions ? Tout à fait. Donc nous, on travaille exclusivement avec les collectivités, les métropoles. Ouais. On est exclusif Suna Design sur l'Île-de-France. Et donc on déploie nos solutions dans toutes les communes essentiellement périphériques de Paris, puisque c'est beaucoup plus simple dans un premier temps, pour éclairer en solaire les rues, les espaces aménagés, les espaces paysagers. Ouais. Quelques chiffres sur la facture pour savoir un peu où on se place, la facture électrique des collectivités territoriales. L'éclairage, ça pèse pour 40 à 50% de cette facture selon les chiffres de l'ADEME. Et l'installation d'automatismes d'allumage, de gradation et d'extinction permettent de réduire les consommations d'énergie en moyenne de 20 à 30%. Le constat, Olivier Vattier, la crise énergétique, elle touche évidemment les collectivités territoriales, les mairies, vos clients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur facture, elle est en train de flamber là, en ce moment, début janvier, ou alors c'est un processus constant depuis 10 mois ? Comment ça se passe ? Elle a flambé depuis à peu près 6 mois, depuis la hausse de l'énergie. Aujourd'hui, il y a eu une forme de stabilisation du coût de l'énergie, et puis les communes commencent à réfléchir
à investir pour rénover leur parc, notamment en solaire, en Suna Design. Et de ce coup-là, on essaye d'apporter des solutions pour éclairer au plus juste, voilà, sur des périodes de la nuit en fonction des déplacements. Bien sûr. Éclairer un peu plus le soir, un peu plus le matin, et de baisser durant la période nocturne où il n'y a quasiment pas de déplacement pour optimiser. Ça veut dire que, je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre, il y a forcément beaucoup plus de demandes, de prospects, de clients en ce moment, Olivier Vattier, pour commencer. Oui, il y a plus de demandes. En fait, aujourd'hui, toutes les communes préparent leur budget d'investissement pour rénover l'éclairage. Et donc, forcément, il y a beaucoup de demandes pour préparer. Donc, on prépare des chiffrages pour budgétiser pour 2023. Voilà. Ça veut dire, Ignace Deprez, que cette crise, c'est un accélérateur de changement aussi, quoi. Alors, c'est un accélérateur de tendance longue, puisque la maîtrise de la facture énergétique, c'est une préoccupation de longue date, ça s'accélère. On a aussi une motivation grandissante pour agrandir, élargir la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de nos clients. Et puis, on a aussi une motivation de plus en plus pour avoir des systèmes qui sont de plus en plus résilients. Comment ça marche? Si on rentre un peu dans le détail des solutions Suna Design, vous disiez vous avez plusieurs brevets, cette carte électronique. Je vais déjà poser une question de base, mais il ne fait pas beau tout le temps, il n'y a pas forcément un ensoleillement, surtout en hiver, donc, et l'électricité, elle est compliquée à stocker. Donc comment vous réduisez cette équation? Donc c'est le cœur de notre savoir-faire, c'est de piloter de façon très fine l'état de charge de la batterie pour être capable et de dimensionner un système pour être capable, dans toute géographie, sous toutes conditions météorologiques, d'avoir de la réserve suffisamment pour éclairer, même si on a eu 3, 4, 5 jours de météo défavorable. Et ça, on travaille avec nos clients pour définir effectivement quels sont les profils qui vont répondre à leurs besoins. Et on a aussi des équipes projets qui vont donc accompagner nos clients dans le dimensionnement de ces systèmes. Voilà. Et la particularité effectivement de Suna Design, c'est qu'on est une entreprise globale, donc on agit, on intervient sur des marchés en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient. Et donc selon les conditions météo de chaque géographie, on va effectivement avoir le savoir-faire pour dimensionner au plus juste le système. Mais donc c'est du 100% solaire ou il faut forcément un peu d'hybridation? C'est du 100% solaire. C'est du 100% solaire, d'accord. C'est du 100% solaire, donc nos systèmes, ils effacent à 100% la facture énergétique. Et dans les années qui viennent, on pense qu'il va y avoir aussi de l'hybridation, donc des clientèles qui ont de l'éclairage traditionnel et qui vont vouloir y ajouter une part de solaire pour typiquement être capable pendant 1 ou 2 heures de basculer sur du solaire. Ça représente quoi? Il y a beaucoup d'installations vieillissantes, Olivier Vattier, dans les mairies françaises. Oui, plus de 40% du parc a plus de 25 ans. Ah oui. Voilà, donc il n'y a eu que 20% du parc passé en LED en France. Donc il y a encore de quoi rénover. Oui, ça c'est déjà une première source d'économie. Hein. Et aujourd'hui, forcément, l'arrivée du solaire sur le marché, avec des technologies comme Suna Design, permet aussi des fois de ne pas engendrer de grosses dépenses pour les communes, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin de réseau électrique, puisqu'on est sur une source complètement autonome, et donc de rénover des rues qui ne seraient pas éclairées, ou des points à éclairer qui ne sont pas éclairés. Vous parlez de rétrofitage, alors je connaissais ça pour par exemple les voitures, les camions, les autocars, ça marche aussi pour les installations électriques des villes? Oui, tout à fait, ça marche sur une catégorie de luminaires, voilà, c'est aussi participer à l'environnement, on rétrofite des luminaires en les rénovant, en les remettant à neuf et en mettant de la LED, et parfois en les alimentant avec des panneaux solaires venant de chez Suna Design. Donc vous pouvez rajouter des panneaux solaires et ce système-là sur un lampadaire existant, c'est ça? On peut générer un panneau solaire en tête d'une rue pour pouvoir alimenter plusieurs points lumineux, tout à fait. C'est une marge d'économie importante. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'installation, de la commune, du nombre de quartiers ou de rues équipés, mais c'est une marge de progression et d'économie? Tout à fait. Les lampadaires solaires de Suna Design permettent d'effacer entièrement une facture électrique. Et sur des installations neuves, par exemple, on a des cas clients où le ROI, il se fait l'année de l'installation. Oui, c'est ce que j'allais vous poser. C'est très rapide. Donc c'est très rapide. Et sur des sujets où on est plutôt sur du rétrofit, sur des installations existantes,
Là, on va avoir un retour sur investissement qui est de quelques années, mais qui va être lui-même assez rapide et qui, du fait de la hausse du coût de l'énergie, est en train de s'accélérer. Ben oui, bien sûr. Est-ce que Olivier Vattier, c'est un investissement important à prévoir? Première partie de la question. Et deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que les mairies sont un peu toutes seules face aux défis, ou est-ce qu'il y a des aides d'autres collectivités ou de l'État? Alors, je vais répondre sur la deuxième partie en premier. Oui. Bon, il y a des aides puisqu'il y a un fonds vert qui vient d'être mis en place. Oui. Et il y a une partie qui est dédiée pour l'éclairage public, puisqu'ils veulent... aujourd'hui, on est à 3% en taux de renouvellement par an. Ils veulent passer à 10 avec cette aide-là. Oui. Donc aujourd'hui, ça va nous aider à continuer notre parcours de rénovation. Oui. Et puis, sur les investissements, est-ce que ça représente... Sur les investissements, oui, c'est une part importante aujourd'hui des budgets des communes, puisque, voilà, après, ça dépend de la taille des communes, mais ça représente... 15-20% de leur budget annuel sur la partie éclairage. Donc vos lampadaires, ils sont connectés. Pourquoi c'est important? On parlait du pilotage d'un éclairage public. C'est un levier d'économie qu'on peut comprendre d'une façon assez simple. À quelle heure on éclaire ou pas, etc. Est-ce qu'on éclaire quand il n'y a personne dans la rue, ou est-ce qu'il y a des systèmes de déclenchement? Vos lampadaires, ils sont connectés notamment pour ça? Tout à fait. Alors depuis le début de Suna Design, nos lampadaires sont connectés, à minima en Bluetooth en pied de main, et maintenant de plus en plus à distance en radio. La raison, c'est que ça permet effectivement de faire beaucoup de choses, de la mise en service, du monitoring, du pilotage. On travaille sur des sujets de pilotage dynamique en fonction de différents scénarios, notamment de la détection de présence, pour éclairer donc uniquement quand c'est nécessaire. Donc oui, il y a un gros savoir-faire là-dessus, et ça se combine aussi avec une offre de solutions, l'offre des lampadaires Suna Design. On a l'offre la plus complète du marché, et combiné avec ce savoir-faire en connectivité, on a vraiment de quoi répondre à l'ensemble des besoins en éclairage solaire. Il y a une demande de sécurité aussi de la part des citoyens, des habitants de ces villes. Donc comment concilier l'impératif d'économie et de sobriété et la demande de sécurité? Aujourd'hui, avec Suna Design, on évite déjà ça en évitant le blackout, en fait, en gérant la capacité de la batterie pour éviter qu'il y ait plus d'éclairage. Aujourd'hui, les Français, il y a eu plusieurs études de fait, nous disent que l'éclairage, c'est un aspect sécuritaire. Voilà. Sûr, donc, il faut arriver à éclairer juste, comme je le disais au départ, c'est-à-dire peut-être baisser le flux lumineux pendant ces périodes creuses, mais laisser toujours un niveau de lumière qui nous paraît toujours confortable et qui va nous permettre de pouvoir, je dirais, se déplacer. Ça veut dire pas forcément tout éteindre la nuit, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, pas tout éteindre la nuit. Parce que ça, c'est une demande des habitants. Il y a des communes aujourd'hui qui éteignent la nuit. Même si j'arrive dans une rue complètement éteinte et qu'elle va s'allumer au fur et à mesure de ma progression, on peut faire ça. Il y a quand même une demande d'un minimum d'éclairage. Oui, aujourd'hui, on baisse souvent à 10% du flux lumineux. Voilà, donc, ce qui est... C'est une très forte économie, évidemment. Tout à fait. Voilà, ça permet de toujours voir. Et à l'avancée d'un piéton, aujourd'hui, la technologie est en train d'évoluer pour les voitures, mais à l'avancée d'un piéton, ça s'allume. Chaque foyer lumineux s'allume et s'éteint derrière, justement, pour gérer l'éclairage. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions solaires d'éclairage urbain. C'est l'heure de Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Ethic Drinks. Smart Ideas, avec nous en duplex, en visioconférence, Mickaël Alborghetti, qui est le cofondateur d'Ethic Drinks. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez fondé en 2019 avec votre épouse, votre femme Camille. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Bonjour. L'idée de départ, c'était de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement en s'attaquant à tous les problèmes de la filière et en supprimant le plastique, réduire le bilan carbone et en travaillant avec des vins le plus respectueux de l'environnement, avec des vignobles engagés en production bio. Alors vous êtes agronome de formation, le vin c'est un peu une histoire familiale aussi. Est-ce que c'est une prise de conscience récente, au-delà de votre initiative, dans le milieu viticole? C'est quelque chose qui a pris un énorme essor avec le Covid et d'autant plus avec la pénurie de matières sèches qu'on vit en ce moment. Mais c'est vrai que le vin, c'était assez traditionnel, c'est historique. Et on n'était pas trop sur l'aspect pollution que la filière viticole pouvait engendrer. C'est quelque chose qui est maintenant
très présent partout et le consommateur cherche des vins beaucoup plus respectueux de l'environnement et plus sains également, avec moins de sulfites, moins de pesticides. Alors, Ethic Drinks, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas producteur de vin, vous avez des viticulteurs partenaires, comment ça marche ? Voilà, donc on travaille avec une trentaine de viticulteurs partenaires dans toute la France, avec qui on fait nos propres assemblages et nos propres vins. Et ensuite, on fait, nous, toute la logistique, la sélection des matières sèches, parce qu'on a développé nos propres process afin de limiter la pollution de plastique, les émissions carbone et tous les déchets. Alors, vous mettez en avant des pratiques durables et certifiées. Mais alors, justement, comment vous vérifiez que ces engagements ils sont tenus par les viticulteurs partenaires ? Bon, on a des œnologues qui vont les visiter, les rencontrer, puis c'est des gens qu'on voit plusieurs fois par an parce que le cycle de la vigne oblige à se rencontrer et à auditer. Et ensuite, c'est au niveau de c'est nous qui faisons les mises en bouteille, donc c'est nous qui nous auditons nous-mêmes. Et on a choisi, comme vous dites, des certificats, des Bicorp, entreprises à mission. On est partenaire de WWF également, qui sont des organismes tiers qui assurent que l'entreprise respecte ses engagements RSE. Ça veut dire que ce sont forcément des vins bio ? Oui, 90% de nos vins sont bio. Ensuite, il y a des vins en conversion également. Voilà, le vin bio, il n'y a pas de pesticides, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour tous nos vins. Alors, je voudrais qu'on parle du transport, parce que c'est évidemment un enjeu important. Pour faire baisser le bilan carbone du secteur du vin, il y a d'abord un levier, c'est quoi ? C'est le poids des bouteilles, c'est ça ? Voilà, et le poids des bouteilles, qui représente à peu près 60% du bilan carbone d'une bouteille de vin consommée. On est sur la bouteille la plus légère du marché, de 400 grammes. Et on vient aussi de lancer la consigne avec les enseignes V&B en France, qui fait que la bouteille va avoir plusieurs vies au lieu de la refondre et la refabriquer. Donc on diminue à ce niveau-là. Et aussi, nous, au niveau du transport, on travaille avec des camions qui roulent au bioéthanol. Et aussi en train. On a des transports en train de Bordeaux jusqu'à Paris, le transport se fait en train. Alors, je crois qu'il n'y a pas de capsule sur vos bouteilles. Alors déjà, il faut rappeler ce que c'est et puis pourquoi vous avez fait ce choix. Tout simplement, on a cherché une alternative green à la capsule qui existe aujourd'hui, que vous voyez dans 95% des bouteilles, qui est un assemblage d'aluminium et de plastique, qui est le congé, la taxe, et qui a été supprimé en 2019, donc on a eu un peu de chance à ce niveau-là, qui est plus obligatoire, mais qui est tellement dans les mœurs qu'on continue de la retrouver sur toutes les bouteilles. Et nous, on a fait le choix de la supprimer, on n'en a jamais mis. Et c'était un risque, on a été les premiers, mais au final, le consommateur, il comprend. Et aujourd'hui, le consommateur, on a de la chance, il comprend de plus en plus que les déchets peuvent être supprimés et que c'est bien pour la planète. Juste, c'est quoi le congé, la taxe, c'était quoi ? C'était une obligation, c'est ça ? La Marianne qu'on sur les bouteilles, vous savez, la Marianne qui était dessus, qui est une taxe qui est à payer pour chaque bouteille de vin et qui maintenant est payée de manière dématérialisée. On a bien compris. Sur les étiquettes, tiens, on peut en dire un mot aussi. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos étiquettes ? Donc les étiquettes, on est repassé sur une méthode ancienne qui a 40 ans, avec de la colle de patate. On a supprimé toute cette alaise en plastique et qui fait que quand la bouteille va être recyclée, on n'a pas de plastique qui va être mis avec les bouteilles de recyclage ou brûlé. Donc on est vraiment sur la méthode la plus naturelle possible. Merci beaucoup, Michael Alborghetti-Bonvent à Ethic Drinks. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Louis Perrin qui s'occupe de la production, de la programmation de l'émission de Smart Impact avec beaucoup de talent, assisté de Laurent Cazade aujourd'hui, à la réalisation Ulysse Touré, au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à tous de m'accompagner. À très vite sur Bismart.